Les dossiers indiquent que Seville a appelé le 911 car sa fille ne respirait plus. Misty a été héliportée à UNC Chapel Hill où elle est décédée quelques jours plus tard. Au tribunal, les procureurs ont dit que les médecins avaient noté que Misty présentait des blessures similaires à un grave accident de voiture. Misty Lou de la Torre est née le 31 mai 2022 d'Alina de la Torre et de Gabriel Seville dans le comté de Moore, en Caroline du Nord. Misty était une petite fille heureuse et déterminée. Elle avait aussi une grande sœur qu'elle adorait. Alina, la mère de Misty, a rencontré Gabriel, le père de la petite fille, sur un site de discussion militaire en 2021. Gabriel était dans l'armée et il était en poste à Fort Liberty, en Caroline du Nord, tandis qu'Alina se préparait elle-même à rejoindre l'armée à ce moment-là. Peu après sa rencontre avec Gabriel, ses plans ont changé lorsqu'elle est tombée enceinte de Misty. Ensuite, Gabriel a douté d'être le père de la fillette. Donc, lorsque Misty est arrivée prématurément en mai 2022, Gabriel a fait un test ADN. Lorsque les résultats sont revenus et ont confirmé qu'il était bien son père, Gabriel a remis à Alina des documents relatifs à la garde. C'était vers août 2022 et à ce moment-là, Alina et ses filles vivaient maintenant en Californie, tandis que Gabriel était toujours en poste à Fort Liberty. En attendant qu'une solution durable pour la garde de Misty soit décidée par les tribunaux, Gabriel pourrait rendre visite à sa fille. Puis, le 7 février 2022, un juge a accordé la garde principale de la petite fille à son père, avec désormais une garde partagée entre ses deux parents par période de 6 mois. Lors de cette audience au tribunal pour la garde, la mère de Misty avait même supplié le juge de ne pas accorder la garde de leur fille à Gabriel. Parce que la dernière fois qu'elle était revenue chez Alina en décembre 2022, la mère avait remarqué des ecchymoses sur le visage de sa fille. Alina avait alors emmené la petite fille chez son pédiatre qui a qualifié les marques de très suspectes. Cependant, le juge en charge de la garde semblait surtout intéressé par les avantages que l'armée offrirait à Misty chez son père. Comme je l'ai dit, à ce moment-là, Gabriel vivait sur la base militaire de Fort Liberty en Caroline du Nord et il était maintenant marié à une autre femme avec qui il vivait. Ils avaient un enfant ensemble qui avait à peu près le même âge que Misty. Et cette autre femme avait aussi un fils issu d'une relation précédente qui avait 8 ans et vivait également dans la maison. 3 jours seulement après que Gabriel, le père de Misty, ait obtenu sa garde. Le 10 février, il appelait le 911 en disant que la petite fille de 8 mois avait vomi, puis était devenue inconsciente. Une fois que les services d'urgence sont arrivés à la maison, la petite Misty a été transportée d'urgence à un hôpital de Fayetteville. Mais en raison de la gravité de sa blessure, elle a ensuite dû être transportée par hélicoptère à l'hôpital de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, où elle est décédée quelques jours plus tard, le 13 février 2023. L'autopsie a révélé que Misty était morte de traumatismes contondants à la tête et au cou. La fillette de 8 mois, testée positive au Covid-19 lors de son décès, avait des blessures au cerveau et aux yeux qui étaient remplies de sang selon le médecin légiste. Elle avait également des éraflures et des contusions au menton, à la paupière et à la joue. Les blessures de la petite Misty ressemblaient à celles d'un accident de voiture à grande vitesse. Les hémorragies au cerveau, aux yeux, au cou et à la colonne vertébrale datèrent de quelques heures à plusieurs jours. La mort de Misty a été qualifiée d'homicide. En raison du rapport du médecin légiste, le département des services sociaux a ouvert une enquête sur la mort de Misty en avril 2023. Une fois cela fait, ils ont également retiré son père, Gabriel, de son domicile à Fort Liberty en raison de préoccupations concernant la sécurité de son enfant de 6 mois et de son beau-fils de 8 mois. Il a été retiré du domicile, mais les enfants sont restés avec leurs parents car sa femme n'était pas présente lorsque les secours ont été appelés pour Misty. Maintenant, selon Gabriel, il n'avait absolument rien fait qui aurait pu nuire à sa fille. Il a affirmé que la petite fille ne se sentait pas bien ce jour-là et qu'elle avait vomi. Quand cela s'est produit, il a dû lui taper dans le dos pour dégager ses voies respiratoires et c'est alors qu'elle a perdu connaissance. Le fait est que, selon le médecin légiste, Misty était décédée de blessures fortement associées à des cas de maltraitance et de traumatisme crânien chez les nourrissons. Et elle était seule à la maison avec son père lorsque ces blessures sont survenues. Quoi qu'il en soit, pendant plus d'1 an, la famille de Misty a dû se battre pour qu'une arrestation soit effectuée en lien avec sa mort. La grand-mère de Misty, dont la petite fille portait le prénom, Misty Bray, a dit que sa petite fille était tellement innocente et qu'elle n'avait même pas encore sa première dent au moment de sa mort. Elle a poursuivi en disant « Je veux juste que justice soit faite. Quelqu'un doit être tenu responsable. »
C'est dégoûtant, elle n'avait que 8 mois. Comment peut-on faire du mal à un bébé comme ça? Misty Bray est la grand-mère maternelle du bébé. Elle se souvient de sa petite fille comme étant déterminée. Elle est née avec 3 mois d'avance. Donc, elle était toute petite mais très forte, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, c'était une battante dès sa naissance. Maintenant, elle continuera à se battre pour elle. Je dois le faire, ma fille aussi. Nous devons nous lever. Nous attendons chaque jour un appel et il ne vient jamais. Alina Delator, la mère du bébé, vit maintenant en Californie. Mon foyer n'est pas complet sans elle. J'ai l'impression que peu importe à quel point j'essaye, ce n'est pas complet. Puis enfin, en mai 2024, le père de Misty, Gabriel, a été arrêté et inculpé en lien avec sa mort. Il a été inculpé de meurtre non prémédité, d'homicide involontaire et de violence domestique. Cependant, l'accusation de violence domestique ne concernait pas Misty. Elle concernait un autre membre de la famille de Gabriel. Et selon les proches de Misty, cela concernait en fait son beau-fils de 8 ans, qui avait affirmé que Gabriel l'avait frappé à plusieurs reprises avec sa ceinture militaire. Lorsque l'enquête des services de protection de l'enfance a également été ouverte après la mort de Misty, on a découvert que l'autre fille de Gabriel, qui n'avait que 6 mois à l'époque, avait des fractures aux côtes. Gabriel sera jugé pour les accusations portées contre lui en janvier 2025, période durant laquelle sa défense soutiendra que leur client n'a jamais rien fait pour causer les blessures dont Misty a souffert. Au lieu de cela, ils ont affirmé que l'intervention médicale nécessaire pour tenter de lui sauver la vie était la cause de bon nombre de ses blessures. Ils ont également affirmé que, puisque la petite fille avait été atteinte de la Covid-19, cela aurait pu être un facteur dans sa mort. Mais le fait est que, même si Misty avait une certaine vulnérabilité au saignement ou une anomalie de coagulation, comme la défense essayait de le suggérer au jury, les chances qu'elle ait spontanément autant d'hémorragie à différents endroits en même temps, simulant ainsi son traumatisme crânien massif sans aucune autre hémorragie ailleurs dans son corps, sont pratiquement nulles. C'est ce qu'indiquait le rapport du médecin légiste. Le tribunal apprendrait aussi que Gabriel, le père de Misty, avait envoyé un SMS à sa femme peu avant l'appel au 911 ce jour-là. Dans ses messages, il se plaignait d'avoir mal à la tête et du fait que la petite de 8 mois ne cessait de crier. Puis, lorsque l'appel au 911 a été diffusé au tribunal, les membres de la famille de Misty ont eu beaucoup de mal à l'écouter. Ils ont découvert que pendant que Gabriel parlait aux opérateurs d'urgence pour recevoir des instructions de réanimation pour sa fille, il envoyait aussi des messages à sa femme, ce qui les a fait douter qu'il pratiquait réellement la réanimation. Mais malgré toutes ces preuves, à la surprise générale, à la fin du procès de Gabriel, qui s'est tenu devant un tribunal militaire, il a été déclaré non coupable par un jury et il a été remis en liberté sur simple engagement de se présenter. La famille de Misty, bien sûr, a été scandalisée par le verdict et sa mère, Alina, a déclaré que l'armée avait abandonné sa fille. Elle a ajouté « Je suis en colère, j'ai l'impression qu'ils ont laissé tomber Misty. » Maintenant, il peut continuer sa vie comme si Misty n'avait jamais existé. Les preuves étaient là. L'équipe du procureur a fait son travail. Le jury n'a tout simplement pas fait son travail. Nous sommes venus ici pour obtenir un apaisement et la justice, mais j'ai l'impression que nous n'étions qu'une blague pour eux. Comme si nous ne comptions pas, que Misty ne comptait pas. Je sens que l'armée m'a abandonné, a abandonné Misty et protège seulement les siens. Alina a aussi évoqué sa fille, auprès de qui elle s'était précipitée ce jour de février après avoir reçu l'appel. Je n'oublierai jamais la sensation glaciale en tenant sa main. De plus, la mère de la petite fille a maintenant l'intention d'engager une action civile contre Gabriel Saville pour la mort de Misty, affirmant qu'elle et sa famille n'abandonneront jamais la quête de justice. Pour aggraver les choses, la famille de Misty a aussi été inculpée de violences volontaires simples après une bagarre à l'hôpital quand ils ont appris les blessures de la fillette. Apparemment, ces accusations ont été portées contre eux par Gabriel. Cependant, on ne sait pas où en sont actuellement ces accusations. Merci d'avoir écouté l'histoire de Misty. Il est bouleversant que son père n'ait pas été tenu responsable de sa mort alors que cette petite fille avait de nombreuses blessures. J'ai l'impression d'entendre de plus en plus d'histoires récemment où les auteurs de ces crimes horribles contre des enfants ne sont pas tenus responsables. Et c'est tout simplement incroyable. Que penses-tu de cette affaire ?
L'enquêteur responsable s'éloigne du corps d'Ellie, regarde Kim et dit à Kim, par l'intermédiaire de l'interprète, qu'il y a un trou de balle dans la tête d'Elliot. Cette révélation choc s'ajoute à une série de rapports contradictoires entre la famille Blair et les autorités mexicaines. Les autorités mexicaines affirment que la femme de 33 ans est tombée du balcon du 3e étage de cette chambre d'hôtel, qualifiant cela d'accident malheureux. Elliot Blair est né le 18 juillet 1999 à Long Beach, en Californie, de Tom et Stella Blair. On disait qu'Elliot était accompli avec de nombreux talents, loisirs et passions. Elle adorait la nature et les aventures, y compris faire du tout-terrain, de la motocross et camper dans le désert. Elliot aimait aussi l'océan, les plages et les sports nautiques. Elle était aussi une mécanicienne talentueuse, compétence acquise en travaillant sur des voitures et moteurs avec son père Tom. Elle adorait la cuisine et maîtrisait l'art du barbecue et de la préparation des pizzas. Elliot était aussi une musicienne talentueuse et elle jouait de la guitare. Elliot a obtenu son diplôme d'études secondaires en 2007, puis elle s'est inscrite à l'Université d'État de Californie. Là-bas, elle a obtenu une licence en économie. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a ensuite fréquenté la faculté de droit Loyola à Los Angeles, où elle a obtenu un diplôme qui lui a permis de devenir avocate. Et en 2017, Elliot a obtenu le travail de ses rêves comme avocate au bureau du défenseur public du comté d'Orange. Elliot était très passionné par son travail. Et alors qu'il faisait un stage au bureau du défenseur public du comté d'Orange, l'été de sa première année à la faculté de droit, Elliot allait rencontrer l'amour de sa vie, Kimberly Williams Blair. Kimberly a également été embauchée plus tard comme avocate adjointe au bureau du défenseur public par le même bureau. Après 8 ans ensemble, ils se sont mariés le 15 janvier 2022 au Wilson Creek Winery à Temecula, en Californie. Ils avaient ensuite acheté la maison de leurs rêves, située à Orange, en Californie. Elliot et Kim ont passé leur lune de miel en 2022 au Las Rocas Resort and Spa, sur la plage de Rosarito, juste au sud de Tijuana. Le couple aimait tellement ce complexe en particulier qu'il continuait d'y retourner encore et encore. Et à chaque fois, il demandait à séjourner dans la même chambre au 3e étage, la chambre 308. Alors, quand il a été temps de célébrer le premier anniversaire de mariage de Kim et Elliot, ils ont décidé qu'ils voulaient encore retourner dans leur destination mexicaine préférée. Le couple ayant déjà séjourné au moins 4 fois dans la même chambre avant cette visite, connaissait très bien la disposition de l'hôtel, ainsi que certains membres du personnel et des animateurs. Le couple a fêté son premier anniversaire en prenant des selfies au bord de la piscine au coucher du soleil. C'était vers 16h50 le 13 janvier. Plus tard, le couple heureux a pris la voiture pour aller dîner dans un restaurant appelé Villa Ortegas, où Elliot s'est offert du homard et il a pris un verre. Une fois leur repas terminé, Kim et Elliot ont décidé d'aller danser au Splash Baja, un restaurant-bar avec un groupe qui jouait en direct, et c'était vers 19h. Après quelques heures au Splash Baja, Elliot et sa femme sont remontés dans la voiture. C'était vers 22h30 de là, ils se sont dirigés vers une pizzeria qui était proche du complexe hôtelier. Elliot, âgé de 33 ans, connaissait le propriétaire de cet établissement et il a discuté avec certains employés pendant qu'il était là. Après avoir pris une pizza vers 23h, le couple s'est rendu à Las Rocas pour écouter un peu de karaoké et ils y sont restés environ 45 minutes. Pendant ce temps, Elliot a pris une margarita et après une longue journée d'activités amusantes, le couple a finalement décidé de regagner leur chambre pour la nuit. Une fois arrivé, Kim s'est rapidement couché et s'est endormi, mais Elliot a décidé de prendre une douche avant d'aller se coucher. Cependant, Kim s'est alors rendu compte qu'il était 1h40 du matin et elle avait été réveillée par 2 voix provenant de l'extérieur de la porte de sa chambre d'hôtel. Elle se redressa et remarqua qu'Elliot n'était pas là, mais son pantalon de survêtement restait au bord du lit. Soudain, Kim entendit un homme crier dehors. « Madame, madame, est-ce votre petit ami ?» Alors elle a couru dehors sur la passerelle à ciel ouvert, pieds nus et toujours en pyjama. C'est alors qu'elle a vu 2 hommes qui l'ont regardée, puis ont pointé du doigt par-dessus la rambarde vers le rez-de-chaussée. Kim a regardé en bas et elle a vu le corps sans vie de son mari étendu là, le visage contre le sol. Kimberly a couru en bas rejoindre son mari, qui ne portait qu'un sous-vêtement, un t-shirt et des chaussettes. Il n'y avait également aucune trace de sang autour de lui et il n'avait aucune blessure au visage. Kim a crié pour que quelqu'un appelle une ambulance, mais on lui a répondu qu'une ambulance était déjà venue et repartie. Apparemment, un appel au 911 avait été passé à 0h50 et les ambulanciers étaient arrivés à 1h07 du matin, mais ils étaient repartis après seulement 10 minutes, une fois qu'ils avaient constaté qu'il n'y avait aucun signe de violence et aucun signe de vie chez Elliot.
Mais le fait est que Kim savait que son mari ne sortirait jamais de leur chambre d'hôtel au milieu de la nuit en sous-vêtements et en t-shirt. Il ne serait sorti de la chambre d'hôtel à 7 heures que s'il avait entendu un bruit ou si quelqu'un avait frappé à la porte. Alors pourquoi était-il sorti? Pendant les 4 heures suivantes, Kim était restée dans le hall de l'hôtel sans retourner une seule fois dans sa chambre. Lors de l'interrogatoire, ils ont demandé si elle et Elliot s'étaient disputés, ce qu'elle a nié. Elle a expliqué qu'ils étaient en voyage pour leur anniversaire et célébraient leur amour sans dispute. Pendant que Kim était assise dans le hall après la mort de son mari, son corps est resté exposé et non couvert. À peu près au même moment où le corps d'Elliot a finalement été évacué du complexe hôtelier à 5h45 du matin, Kim a finalement été autorisée à partir avant de récupérer son portefeuille. Elle a aussi noté que lors de ces 4 heures d'attente dans le hall alors qu'elle était interrogée, la police n'avait entendu personne d'autre. Bien qu'elle ait dit ne pas les avoir vus interroger, la police a affirmé avoir interrogé quelques personnes à l'hôtel. Ils avaient également vérifié la chambre où Elliot et Kim séjournaient, cherchant des signes de lutte, se demandant si le couple s'était peut-être disputé violemment. Cependant, ils n'ont rien trouvé. Le rapport des autorités indiquait qu'Elliot avait entendu des bruits devant la porte de sa chambre d'hôtel, était sorti pour enquêter et était accidentellement tombé, ce qui l'avait fait atterrir sur des marches en béton. Au moment de sa mort, Elliot avait un taux d'alcoolémie de 0,1 soit 2 points de plus que la limite légale pour conduire aux États-Unis. Kim a indiqué aux autorités que son mari avait bu 5 ou 6 verres ce soir-là, sans paraître vraiment ivre. Elle leur a également dit qu'en 9 ans de vie commune, elle n'avait jamais vu son mari aussi ivre au point de ne pas pouvoir prendre soin de lui-même. Mais les autorités pensèrent que l'alcool était probablement un facteur dans la mort d'Elliot. Lorsque l'autopsie du corps d'Elliot a été réalisée au Mexique, il a été déterminé qu'il était décédé d'une lésion cérébrale traumatique. Ils ont également conclu que sa mort était accidentelle et qu'il n'y avait rien de violent. Mais la famille d'Elliot ne croyait pas que sa mort était simplement un accident, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils pensèrent cela. Tout d'abord, des traces de sang ont été retrouvées dans la salle de bain de la chambre d'hôtel, ce qui suggère qu'Elliot avait subi une blessure et saignait. Soit avant de quitter la chambre, soit après avoir été blessé, il était retourné dans la salle de bain, tout cela pendant que sa femme dormait. Cela signifiait aussi qu'il ne pouvait pas s'être simplement blessé en tombant par-dessus la rambarde. Selon un rapport de police, du sang a été retrouvé à plusieurs endroits, mais on ne sait pas quels échantillons proviennent de quel lieu. Les enquêteurs ont trouvé plus de sang dans le couloir, sur le mur du corridor et sur le sol en béton juste devant la porte de la chambre d'hôtel. Certains échantillons étaient du sang animal, ce qui est encore plus étrange. Kim a également déclaré qu'un détective de police en civil, qui portait un badge, lui avait dit sur les lieux que son mari avait reçu une balle dans la tête. Mais le rapport d'autopsie n'a pu confirmer aucune blessure compatible avec une balle ou même une arme blanche. Cherchant à obtenir des réponses sur la véritable cause du décès d'Elliot, sa femme a engagé un médecin légiste pour effectuer une seconde autopsie sur le corps d'Elliot aux États-Unis. La seconde autopsie allait révéler de nombreuses blessures sur son corps. Tout d'abord, il avait des échymocabos sur les bras et les jambes, des éraflures sur les genoux, une blessure à l'un des orteils de son pied gauche et environ 40 fractures à l'arrière du crâne. Le médecin a alors compris que quelque chose clochait. Il n'y avait vraiment aucune preuve indiquant qu'il s'agissait d'un accident. Les blessures qu'Elliot avait subies n'étaient pas compatibles avec une chute. Au contraire, les preuves indiquaient qu'il avait été assassiné par un ou plusieurs hommes cette nuit-là. Il était évident qu'Elliot avait été frappé à la tête avant de tomber au sol. Lorsqu'il était tombé, il devait être inconscient, car il n'a rien fait pour essayer de protéger son corps. Sans parler du fait que les fractures ont été trouvées du côté opposé de sa tête, pas du côté qui était contre le béton. L'autre chose, c'est que les gens survivent généralement à ce type de chute. Le balcon était seulement à 6 ou 7 mètres de hauteur. Une blessure pénétrante à la tête d'Elliot était également contestée, car elle n'aurait pas pu être causée par une chute. Kim a déclaré par l'intermédiaire d'un interprète qu'un policier lui avait parlé d'une blessure par balle sur les lieux. Ils auraient pu simplement mentionner cette blessure pénétrante. Aucun coup de feu n'avait été entendu cette nuit-là. Et il y avait un hématome très sombre qui a été trouvé sur le bras d'Elliot, qui semblait très probablement être une blessure de défense. À ce moment-là, les autorités mexicaines avaient évoqué avec Kim plusieurs hypothèses sur la mort d'Elliot.
Ils avaient de nombreuses théories sur ce qui s'était passé, mais aucune n'envisageait qu'on ait attaqué Elliot. Le procureur général de Basse-Californie a aussi déclaré que Kim avait dit à la police que son mari était sorti faire fuir des pigeons. Elle a insisté sur le fait de n'avoir jamais raconté cette histoire à la police. Au lieu de cela, elle leur avait dit, par l'intermédiaire d'un interprète, que plus tôt dans la journée, Elliot avait chassé des pigeons qui nichaient au plafond du couloir. Le corps d'Elliot avait été embaumé au Mexique avant que sa famille ne puisse faire prélever son sang pour une analyse toxicologique indépendante. Sa famille voulait réfuter qu'Elliot était ivre la nuit où il est décédé. Mais on dit que c'est une pratique courante dans cette région du Mexique d'embaumer un corps dans les 24 heures. Mais la femme d'Elliot, Kim, a dit que les autorités mexicaines les ont également encouragés à faire incinérer le corps d'Elliot presque immédiatement. La veuve d'Elliot Blair, âgée de 33 ans, affirme maintenant qu'un détective présent sur les lieux du décès lui a dit qu'Elliot Blair avait reçu une balle dans la tête. C'est totalement contraire à ce que les autorités mexicaines disaient au public et c'est essentiellement ce que le porte-parole de la famille explique. Ils sont inquiets à ce sujet et à propos de ce qui s'est passé récemment. Le rapport a été publié par le procureur local affirmant qu'il avait un taux d'alcoolémie élevé et qu'il s'agissait d'un tragique accident. Kim était avec lui toute la nuit. Il n'était pas ivre, ça ne colle pas. La famille voulait le réhabiliter, affirmant qu'il n'était pas ivre ni tombé, quelque chose cloche. Donc, pour faire une analyse toxicologique, il faut le faire avant l'embaumement. La mère d'Elliot était là, à Tijuana, pour récupérer le corps. Nos enquêteurs sont en route pour le récupérer. Ils attendent devant le funérarium pour récupérer le corps. Case Barnett, porte-parole de la famille, n'a pas accusé le procureur mexicain de dissimulation. La famille reste très frustrée de ne pas recevoir de réponse satisfaisante. Des informations qui ont du sens. Par exemple, pourquoi Elliot serait-il sorti de la chambre d'hôtel simplement en t-shirt, caleçon et chaussettes? Et comment est-il même possible qu'il ait pu finir soit par être abattu, soit par tomber par-dessus la rambarde jusqu'au sol? Voici d'autres questions sans réponse. L'ambulance est venue, ils sont partis. Il est mort, la police arrive. Il est au sol, face contre terre. On dirait qu'on a tenté de le réanimer, mais il n'a reçu aucun soin. Tout cela a lieu pendant la nuit alors qu'elle dormait profondément. Donc vous reliez cela au fait que le détective, à quelques pas d'Elliot, a dit qu'il avait reçu une balle dans la tête, puis à ce rapport ultérieur de l'officiel mexicain affirmant que c'était à cause d'un taux d'alcoolémie élevé et que c'était un accident tragique. La famille ne sait tout simplement pas. Nous n'arrivons pas à obtenir des informations cohérentes. Et la famille d'Elliot a dû se battre avec les autorités mexicaines pour faire rapatrier son corps aux États-Unis. Comme si tout cela n'était pas déjà assez suspect, quelques heures seulement avant la mort d'Elliot, lui et Kim avaient été arrêtés par 2 policiers à Rosarito pour avoir grillé un stop. Le couple rentrait au complexe dans la nuit du 13 janvier après être allé au bar karaoké lorsqu'ils ont été arrêtés par la police et qu'on leur a demandé de l'argent. Mais le couple a affirmé ne pas avoir la somme d'argent qu'on leur réclamait, ou plutôt qu'on tentait de leur extorquer. Elliot a d'abord tenu bon et a montré aux agents son badge professionnel, puis il leur a dit « Écoutez, nous sommes avocats. Nous ne sommes pas là pour plaisanter, ni pour nous laisser exploiter. » Finalement, cependant, Kim et Elliot ont rassemblé 160 $ en liquide, tout l'argent qu'ils avaient sur eux, et ils l'ont remis à la police avant d'être relâchés. Lors de ce contrôle routier, cependant, l'un des policiers avait demandé au couple dans quel hôtel il séjournait. Moins de 2 heures plus tard, Elliot était mort. Sa famille et les enquêteurs mandatés tentent d'obtenir les images de vidéosurveillance de l'hôtel et plus de rapports des forces de l'ordre pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ils souhaitent également que cette prétendue extorsion policière fasse l'objet d'une enquête et éventuellement écartée comme explication de la chute d'Elliot, le 14 janvier du balcon du 3e étage. Kimberly a dit à propos de son mari « Je veux que le monde sache qui est mon Elliot. Je veux que les gens sachent qu'il n'était pas un ivrogne tombé du rebord de notre chambre. Je veux que le monde connaisse la personne qu'il était, son cœur, son sourire. C'est l'une des seules choses qui me fait tenir en ce moment. L'idée de faire cela pour lui, d'honorer son nom. » Il était mon pilier, mon tout. Ce matin, l'épouse du défenseur public californien Elliot Blair brise le silence sur le mystère entourant la mort de son mari dans une station balnéaire mexicaine le mois dernier. Je n'arrive toujours pas à aller au lit.
Je ne peux pas. Je dors sur le canapé. Car la dernière fois que j'étais dans un lit, je me suis réveillée et j'ai trouvé mon mari. Des amis disent qu'Elliot s'est toujours senti en sécurité à Rosarito, le décrivant comme son refuge et son lieu de bonheur. Sa famille et ses amis se rappellent de lui comme d'un avocat très dévoué qui restait souvent tard pour aider ses clients. Les personnes accusées de crimes qui n'avaient pas les moyens d'engager un avocat. Une veillée a été organisée pour Elliot le 26 janvier à Orange, en Californie, et ses funérailles ont eu lieu le 11 février 2023 où des centaines de personnes étaient présentes. Les législateurs californiens et des membres de la communauté juridique du comté d'Orange ont également créé une page GoFundMe afin d'aider la famille dans sa propre enquête et ont récolté plus de 117 000 $. Ce qui me trouble le plus dans cette affaire, c'est le sang que les détectives ont trouvé dans la salle de bain. Il y avait du sang animal mélangé à celui d'Elliot. Et s'il était sorti puis revenu en saignant, n'aurait-il pas réveillé Kim? Il est clair qu'il n'est pas mort à la suite de la chute. Rien de tout cela ne tient debout, ni n'a de sens. Cependant, je ne doute pas que sa mort ait un lien avec la descente de police qui a eu lieu plus tôt dans la nuit. Mais ce qui est arrivé à Elliot, nous ne le saurons peut-être jamais. La mère d'Anna Kojikari assistait à l'audience où sa fille a plaidé non coupable de ne pas avoir signalé la disparition de son enfant à la police. Christopher Palmiter, le beau-père de Madalina, fait face à la même accusation et a également plaidé non coupable. Les avocats assurent qu'il ignore où est Madalina et pensent que Diana l'a confiée à quelqu'un. Madalina Kojikari est née le 11 avril 2011 en Moldavie de sa mère, Diana Kojikari. On ne sait pas qui est son père biologique. On disait que Madalina était une fille calme et timide, mais aussi très gentille et intelligente, qui adorait l'équitation. Excellente élève, elle fréquentait le collège Bailey à Cornelius, en Caroline du Nord. Sa mère, Diana Kojikari, travaillait comme traductrice et elle venait d'une famille de musiciens très connus. En 2008, Diana avait créé un profil de rencontre en ligne sur le site Global Ladies. C'est là qu'elle a rencontré Christopher Palmiter, de 22 ans, son aîné. Après 1 ou 2 ans d'échange de mails, Christopher a pris l'avion pour la Moldavie afin de rencontrer Diana. Le premier voyage s'est bien déroulé, avec surtout des dîners et du tourisme. Ensuite, Christopher est revenu une deuxième fois lorsqu'il a offert à Diana une bague de promesse. Cependant, le couple a perdu contact pendant quelques années avant que Diana ne recontacte Christopher. Et même si Diana lui a dit qu'elle était récemment tombée enceinte d'un homme du coin qui ne voulait rien avoir à faire avec elle, elle et Christopher ont quand même réussi à raviver leur romance par email. Cela a ensuite conduit Diana à voyager aux États-Unis avec Madalina en décembre 2015, et juste un mois plus tard, elle et Christopher se sont mariés. Le couple, avec Madalina, vivait dans une belle maison à Cornelius, en Caroline du Nord, dans un quartier assez aisé. La famille a gardé son niveau de vie grâce au salaire élevé de Christopher, designer dans une société d'ingénierie. Les voisins de la famille ont affirmé que, pendant les quelques années où ils avaient vécu là, ils voyaient rarement Diana à l'extérieur. Chaque fois que Madalina sortait pour jouer, faire du vélo ou même aller demander des bonbons à Halloween, c'était Christopher qui l'accompagnait. La relation entre la mère de Madalina, Diana Kojikari, âgée de 39 ans, et son mari de 62 ans, Christopher Palmiter, était étrange. Christopher n'avait jamais été marié auparavant, et en fait, il n'avait même pas eu de relation sérieuse depuis l'université. En plus de cela, Diana n'était pas du tout affectueuse. Elle laissait Christopher l'embrasser sur la joue avant d'aller se coucher, et si c'était une occasion spéciale, elle le laissait l'embrasser sur les lèvres. Ils n'étaient jamais intimes physiquement, et en 2018, Diana avait complètement arrêté de dormir dans la même chambre que son mari. Une grande différence semblait exister entre les parents de Madalina concernant leurs croyances spirituelles. Diana était adepte de la Kundalini, une croyance New Age qui combine l'éveil spirituel avec des pratiques de yoga. Les adeptes croient qu'une énergie féminine divine existe dans le corps et peut être éveillée grâce à la pratique tantrique, ce qui peut mener à la libération spirituelle. Diana avait même continué à suivre la Kundalini après que son leader aux États-Unis, Yogi Buzin, ait été démasqué comme un imposteur et un prédateur. Christopher, en revanche, était un homme très conservateur qui avait des valeurs chrétiennes. En raison de ses pratiques spirituelles,
la mère de Madalina passait moins de temps avec sa fille, bien que Diana ait aussi enseigné à Madalina certains chants Kundalini. Selon Christophe, Diana expliquait que le temps supplémentaire consacré à la pratique de ses croyances et le temps réduit avec sa fille était dû à sa lutte constante contre des démons. En 2021, Diana veillait tard le soir pour chanter et prier. Elle chantait de plus en plus vite, pensant ainsi avoir plus de contact dans la prière, ce qui, selon elle, valait des points spirituels. En 2022, les séances de chant de Diana étaient devenues si bruyantes la nuit que Christophe disait qu'il avait souvent du mal à dormir. Il affirmait qu'elle donnait parfois l'impression de crier à plein poumon. Une fois, Diana avait même effectué un rituel sur Christophe et Madalina. Pendant ce rituel, elle avait fait asseoir son mari et sa fille sur des chaises pendant qu'elle agitait un couteau au-dessus de leur tête, disant qu'elle coupait les ficelles que des démons au-dessus d'eux avaient attachées à leur tête. De plus, Diana avait l'habitude de brûler des objets dans le foyer du jardin, y compris des choses qui ne devraient pas être brûlées, comme des mugs de voyage en acier inoxydable, des bacs à litière pour chats et des porte-manteaux en métal. Inutile de préciser que Madalina, 11 ans, n'avait pas une vie familiale normale. Mais toutes les croyances étranges de sa mère étaient-elles liées à la disparition de la fillette de 11 ans? Le dernier jour où Madalina serait vue par quelqu'un d'autre que sa famille était le 21 novembre 2022 à 16h59. En descendant de son bus scolaire près de chez elle sur Victoria Bay Drive, à quelques kilomètres de son école. Puis, 2 semaines après la dernière fois que Madalina a été vue, le 12 décembre 2022, une conseillère scolaire s'est rendue au domicile de la jeune fille et a commencé à demander où elle se trouvait. Avant cela, l'école avait en fait envoyé plusieurs emails et laissé 5 messages vocaux à Diana concernant où se trouvait Madalina. Lorsque la conseillère est arrivée, personne n'a répondu. Elle a donc laissé un dossier d'absentéisme devant la porte. Dans le dossier, il était indiqué qu'il était prévu que Diana, accompagnée de sa fille Madalina, vienne à l'école le 14 décembre pour discuter des nombreuses absences de Madalina. Mais quand ce jour est arrivé et que la petite fille n'est pas venue à la réunion, mais sa mère oui, la police a été contactée. Il s'est avéré que Madalina avait disparu depuis des semaines et personne ne l'avait signalé jusqu'à présent. Dès que les autorités ont été informées, elles ont lancé une alerte pour personnes disparues, indiquant que Madalina Kojikari avait été vue pour la dernière fois portant un jean, des chaussures Adidas roses, violettes et blanches, un t-shirt blanc et une veste. Elle mesurait 1,47 m et pesait environ 41 kg. Les recherches ont commencé immédiatement, et la police a également obtenu un mandat de perquisition pour la maison de la famille. Diana a dit aux autorités qu'elle avait vu sa fille pour la dernière fois le 23 novembre vers 22 h. Elle a dit qu'elle et Christophe s'étaient disputés ce soir-là et qu'il était parti jusqu'au Michigan pour récupérer quelques affaires chez sa famille. Lorsque Diana est ensuite allée voir Madalina le lendemain matin, c'était le jour de Thanksgiving, vers 11h30. Elle était introuvable, mais selon Diana, elle a décidé de ne pas demander à Christophe où se trouvait Madalina. Elle ne lui a posé la question que lorsqu'il est rentré à la maison le 26 novembre. Lorsque la police a parlé avec Christophe, il a déclaré qu'il n'avait pas vu Madalina le jour où il était parti pour le Michigan. En fait, il n'avait pas vu la petite fille depuis environ une semaine avant cela. Lorsqu'il est rentré le 26 novembre, il a demandé à Diana où était Madalina et elle a retourné la question en disant « Je ne sais pas. Est-ce que toi, tu sais où elle est ?» Christophe justifiait également le fait de ne pas avoir vu Madalina depuis un certain temps en disant qu'il pensait qu'elle était avec des amis et il pensait aussi qu'il y avait des moments où elle était dans sa chambre car il avait vu la lumière allumée. Puis, 2 jours après que Madalina, âgée de 11 ans, a été signalée disparue, Diana et Christophe ont tous les deux été arrêtés pour ne pas avoir signalé sa disparition plus tôt, grâce à la loi Kaylee. La juge dirait que Diana avait entravé l'enquête et qu'elle n'avait signalé la disparition de sa fille qu'à contre-cœur. Elle a ensuite été placée en détention avec une caution de 250 000 $ et Christopher a été détenu avec une caution de 200 000 $. Lors d'une perquisition, la police a constaté la disparition de certains objets personnels de Madalina, dont ses vêtements et son sac à dos. Il semblait aussi que quelques carrés de moquette avaient été découpés dans la chambre de Madalina et le salon. Une partie de la cuisine était aussi barricadée avec du contreplaqué. Quand les enquêteurs ont demandé à Christopher pourquoi, il a dit vouloir construire un appartement. Au total, 25 objets différents ont été saisis dans la maison familiale, dont 3 iPhones.
La police a aussi saisi 8100 $ en liquide, enveloppés dans du papier aluminium dans le sac de Diana. Lorsqu'ils ont fouillé sa voiture, ils ont trouvé les passeports de Madalina et de Diana, ainsi qu'une carte de débit moldave. De plus, la police a trouvé des reçus de virement montrant que Diana avait envoyé des milliers de dollars à sa mère en Moldavie, ainsi qu'à un prêtre moldave. Un message Facebook que Christopher avait envoyé, peu après la saisie à une de ses parentes, nommée Mary Palmeter McQuarrie, serait également découvert plus tard. Dans ce message, il lui avait dit « Nous sommes sous enquête. Maddie a disparu et la police a pris tous nos appareils électroniques. Heureusement, j'ai un vieux téléphone. Ils n'ont pas pris mon ordinateur, sans doute par oubli. » Diana l'utilise maintenant pour appeler ses parents. Au début de l'enquête, des centaines d'enquêteurs avaient participé à l'affaire, suivant près de 250 pistes parcourant la région et interrogeant des centaines de personnes en Caroline du Nord, ainsi qu'au-delà des frontières de l'État et même à l'étranger. Le FBI a également enquêté sur l'affaire. La police a également commencé à interroger les voisins de la famille pour voir s'ils pouvaient obtenir plus d'informations qui pourraient les aider à retrouver Madalina. Lors de ces entretiens, plusieurs témoins ont vu le couple brûler des objets dans un brasero du jardin. Des objets comme un lit et soit un canapé, soit des coussins de canapé, mais la police n'a pas encore confirmé ces éléments. Ce sont toutes les informations qui étaient disponibles publiquement sur la disparition de Madalina pendant un temps. Mais ensuite, le 8 mars, 107 jours après la disparition initiale de la petite fille, de nouveaux documents ont été rendus publics. Cela a révélé que Diana avait un cousin du nom d'Octavian Sebanu, à qui elle avait demandé de l'aider, elle et Madalina, à quitter leur maison à Cornelius en secret. Elle a affirmé qu'elle était malheureuse dans sa relation avec Christophe et qu'elle voulait divorcer, ce qui serait probablement la solution la plus simple, juste divorcer au lieu de demander à quelqu'un de vous faire passer, elle et sa fille, en cachette. Peu de temps après, des images de vidéosurveillance du 16 décembre ont montré Madalina sur Sugar Mountain. Elle aurait été vue avec un homme qui ressemblait au cousin de Diana, Octavian, qui était également le seul parent biologique de la fillette de 11 ans aux États-Unis. Après enquête, il a été confirmé qu'il s'agissait d'une fausse alerte et que la fillette n'était pas Madalina. Depuis la disparition de la fillette, la police a enregistré aussi les appels de Christophe et Diana. Dans un appel, Diana est entendue parler à sa propre mère d'un gros sac d'argent liquide, de dépôt financier, et elle a également évoqué la théorie selon laquelle Christophe aurait vendu Madalina contre de l'argent. Dans une conversation que Christophe a eue avec son frère et la femme de celui-ci, on l'entend dire que Diana a beaucoup d'argent liquide et qu'une situation financière va bientôt se présenter. Son frère lui dit alors de ne pas s'en faire à ce sujet. Dans des conversations enregistrées entre Diana et Christophe, les deux époux se disent mutuellement qu'ils n'ont aucune idée d'où se trouve Madalina. Ensuite, un message texte a été retrouvé sur le téléphone de Diana, dans lequel elle disait que Madalina était avec elle le 2 décembre. Le 4 décembre, Diana avait envoyé un autre message texte affirmant qu'elle était à la montagne en train de chercher, quoi que cela veuille dire. Elle aurait également été vue en train de faire une vidange à Hickory, à environ 1h30 de chez elle, le 3 décembre. Mais Madalina n'était pas avec elle. Puis, dans la nuit du 4 décembre, Diana a été aperçue seule par un adjoint du shérif, dormant dans sa voiture près de Lonesome Mountain. Christopher et Diana avaient désormais tous deux été incarcérés en attendant leur procès. Et il a été découvert que pendant que Christopher était en prison, la police l'avait intentionnellement placé avec un informateur. De plus, à un moment donné pendant son séjour, ses cahiers de prison ont été saisis. Diana Kojikari n'a finalement pas été jugée, car elle a plaidé coupable de ne pas avoir signalé la disparition de sa fille en temps voulu. À ce moment-là, elle avait déjà purgé suffisamment de temps en prison et elle a été libérée juste après sa condamnation en mai 2024. Diana aurait prétendument accusé son mari, Christopher Palminer, de ne pas avoir signalé la disparition de sa fille plus tôt, car elle craignait sa réaction, selon ses dires. Pendant que Diana était en prison, une autre accusation a également été portée contre elle après qu'elle a été trouvée en possession de cocaïne mélangée à du fentanyl. La police a également révélé qu'elle avait trouvé des relevés téléphoniques liant Diana à des personnes impliquées dans le trafic de drogue. À sa sortie de prison, des journalistes ont demandé à Diana si elle savait où se trouvait sa fille. Elle a répondu « J'espère », puis a ajouté « J'espère qu'elle est en sécurité ». Quant à Christopher, il avait été libéré sous caution, mais il devait également être jugé en mai 2024. Il a affirmé qu'il ne savait pas que Madalina avait disparu, jusqu'à ce qu'il parle avec les responsables de l'école et de la police. Lors du procès de Christophe, son témoignage révélerait de nouvelles informations sur l'affaire.
comme le fait qu'il n'avait pas su que Diana lui volait jusqu'après son arrestation. Christophe poursuivrait en décrivant sa femme comme voulant tout contrôler à la maison. Il a déclaré que Diana était distante et imprévisible. Christophe pensait que sa femme avait emmené Madelina et l'avait cachée quelque part, peut-être chez sa famille moldave. Il ne croyait pas non plus qu'on la retrouverait un jour. Selon lui, Diana avait insisté pour qu'il fasse le voyage imprévu au Michigan le 23 novembre. Diana lui avait demandé d'aller chercher des vêtements et d'autres affaires qui avaient été laissées au Michigan pour Madelina. Avant de partir pour le Michigan, Christophe a affirmé qu'il n'avait pas vu Madelina et que Diana lui avait dit qu'elle dormait. Normalement, Christophe ne voyait pas beaucoup Madelina de toute façon, car il ne rentrait du travail qu'autour de 19h30. Ensuite, il repartait le lendemain matin vers 6h30 avant que Diana et Madelina ne soient généralement réveillées. La veille de son départ pour le Michigan, Christophe a dit que le 22 novembre, lui et Diana s'étaient disputés. C'était une grosse dispute à propos d'une tasse à café parce qu'elle avait un flocon de neige dessus, et Diana lui a dit qu'il ne pouvait y avoir aucun symbole dans sa maison. Cette dispute avait conduit Diana à prendre la tasse à café, ainsi que les autres assiettes et tasses, et à les jeter à la poubelle. Puis, lorsque Christophe est rentré chez lui après son voyage le 26 novembre, Diana l'a immédiatement renvoyé au magasin pour acheter de la nourriture pour leurs 10 à 15 chats. Après être revenu du magasin, il a remarqué que le bureau de Madelina était dans une position différente de celle dans laquelle il l'avait laissé. Le beau-père de Madelina a ensuite déclaré que la fillette de 11 ans sautait souvent sur un matelas gigogne sous son lit. À son retour de voyage, il n'entendait plus Madelina sauter sur le lit et le matelas gigogne était sur la véranda arrière. Tout le tissu semblait brûlé. À partir de là, Christophe avait scié le métal du cadre dans le garage, puis s'en était débarrassé. Christophe a également dit qu'il avait trouvé plusieurs objets chez eux qui avaient été brûlés pendant son absence. Cela comprenait plusieurs photos de Madelina. Diana continuait alors à trouver des excuses, lui disant que Madelina était malade dans sa chambre et laissant même des flônes sur le comptoir de la cuisine. Pendant tout le week-end, il n'a pas vu Madelina. Pendant toute la semaine suivante, Christophe a travaillé tous les jours et rentrait tard à la maison. Un soir, il a essayé d'apporter une part de pizza à Madelina dans sa chambre, mais Diana l'en a empêché. Bien que Christophe travaillait parfois chez lui, la semaine suivante, il est allé chaque jour au bureau de son entreprise près de Greensboro. C'était parce que la connexion Internet de leur maison ne marchait pas bien, et Christophe a dit que Diana l'avait déjà débranchée elle-même. Puis, le 6 décembre, Diana avait laissé un mot à Christophe disant « Nous sommes partis en randonnée », faisant référence à elle et à Madelina. La mère et la fille avaient souvent l'habitude de partir ensemble en excursion à la montagne. Christophe a dit avoir reçu une note d'absentéisme de l'école de Madelina le 9 décembre et avoir dû chercher en ligne le sens de absentéisme le lendemain. Après cela, il avait commencé à chercher Diana et Madelina, mais il n'avait réussi à trouver ni l'une ni l'autre. Il affirme qu'il n'a pas revu Diana avant le 11 décembre et que, lorsqu'il l'a vue, Madelina n'était pas avec elle. Mais il ne pensait pas que la fillette avait disparu. Avant de recevoir cette note d'absentéisme, Christophe l'avait déjà parlé avec Diana, lui demandant à voir Madelina, mais Diana avait vite changé de sujet en disant que cela ne le concernait pas. Quelques jours plus tard, lorsqu'il a redemandé des nouvelles de Madelina, Diana lui a répondu qu'il n'était pas sa famille et qu'il devait s'en trouver une. Il avait ensuite abordé la note d'absentéisme avec Diana, mais elle ne semblait pas du tout préoccupée, même après que Christophe lui ait expliqué qu'il pourrait devoir aller au tribunal à cause de cela. Christophe a aussi suggéré à Diana que si elle n'était pas satisfaite de la scolarité de Madelina, elle pourrait envisager de lui faire l'école à la maison, ayant été enseignante en Moldavie. Christophe a également parlé du fait que, le 9 décembre, il avait commencé à soupçonner que sa femme allait le quitter lorsqu'il a trouvé des piles de bacs en plastique remplis d'ustensiles de cuisine. En inspectant la maison, Christophe a vu que la moquette avait été enlevée de la chambre de Diana, ne laissant que la sous-couche du sol. Il ne savait pas quoi en penser. Il y avait également un appel téléphonique enregistré entre Christophe et Diana, au cours duquel Diana a parlé d'une période entre mars et avril 2022. À ce moment, elle sentit sa famille en danger et demanda à Christophe de les protéger, lui demandant de l'emmener, elle et Madelina, au Michigan. Elle lui avait demandé de la cacher, elle et sa fille, des entités russes lorsqu'elle pensait la suivre. Alors, Christophe et Diana étaient ensuite allés rendre visite à la famille de Christophe dans le Michigan afin d'organiser un endroit où Madelina et Diana pourraient se cacher jusqu'à ce que Diana pense que la situation avec les Russes se soit calmée.
La famille de Christophe avait accepté de les aider. Cependant, Diana a refusé l'arrangement et a accusé la sœur de Christophe de les enregistrer. Cela avait alors causé de nombreux problèmes entre Christophe et Diana. Diana était aussi très paranoïaque et pensait que l'école publique de Madalina voulait la livrer à un réseau de traite. On dit aussi que Diana croyait que non seulement les Russes la surveillaient via son téléphone portable, mais elle pensait aussi que Michael Jackson le faisait. Oui, ce Michael Jackson-là, en 2022. Il a également été mentionné lors du procès de Christophe que la mère de Madalina, Diana, avait contesté le fait que Christophe l'ait nommée tutrice légale sur certains de ses investissements. Elle craignait que cela ne signifie que quelqu'un puisse prendre le contrôle sur elle. Apparemment, des disputes à propos de cet investissement survenaient fréquemment et Diana accusait Christophe de vendre l'âme de Diana au diable à cause de cela. Finalement, Christophe a retiré le nom de sa femme des investissements, ce qui lui a fait perdre environ 50 000 $. À la fin du procès, Christophe a été reconnu coupable et il a été condamné à 30 mois de probation avec suivi judiciaire. Quelques jours seulement après la fin du procès, il a demandé le divorce d'avec Diana. Maintenant, la grand-mère maternelle de Madalina pense que Christophe droguait Madalina et Diana. Et lorsque Diana s'est endormie à cause des drogues, Christophe a emmené Madalina hors de la maison et l'a vendue pour 5 millions de $. Diana aurait apparemment dit à sa mère que Christophe les droguait depuis un certain temps, bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela. Rodica Kojakari, la mère de Diana et la grand-mère de Madalina, était au tribunal jeudi et a parlé avec Queen City News devant le palais de justice. Une traductrice russe de naissance a fourni une transcription à Queen City News. Mes enfants sont tombés entre les mains de trafiquants d'enfants. Ma petite fille est vivante, elle a été vendue avec Diana pour 5 millions de $. Rodica dit qu'elle veut ramener sa fille et sa petite fille dans son pays natal, la Moldavie, en Europe de l'Est, parce qu'elle pense qu'elles sont en danger aux États-Unis. Voler ton enfant, Dieu nous en préserve. Ou vos enfants, il faut les arrêter au plus vite, cette bande. C'est une vraie bande, vous comprenez? Une vraie bande. Il faut les arrêter, ils ne sont que 15 personnes. Je n'en connais que 5 parmi eux. Et les 10 autres, je ne les connais pas. Et je pense que Madalina est chez cette personne, chez Satov. Un homme assez corpulent, âgé de 63 ans, Madalina est chez lui. C'est ce que je pense. Certaines personnes pensent que Diana Kojakari souffre de troubles mentaux, ce qui lui cause de graves délires, y compris celui qui lui fait croire que quelqu'un veut lui faire du mal, à elle et à Madalina, à cause d'un investissement. Cependant, elle n'a jamais reçu de diagnostic officiel de maladie mentale, donc ce ne sont que des suppositions basées sur toutes les choses folles qu'elle avait faites auparavant. Quelques mois après la libération de Diana de prison en juin 2024, la police l'a désignée comme principale suspecte dans la disparition de sa fille. Peu de temps après, en septembre, Diana a quitté les États-Unis. Elle avait publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle dans un avion avec la légende « En route depuis JFK, New York, puis vers Bucarest ». Si elle retourne dans son pays d'origine, la Moldavie, cela va rendre très difficile pour la police d'engager d'autres poursuites contre elle, car les États-Unis n'ont pas de traité d'extradition avec la Moldavie. Plusieurs veillées ont été organisées pour Madalina, notamment une après sa disparition, une en avril 2023 pour commémorer son 12e anniversaire, puis une en avril 2024 pour célébrer son 13e anniversaire. Madalina Kojakari est toujours portée disparue à ce jour et toute personne ayant des informations est priée d'appeler le service de police de Cornelius au 704 892 1363 ou le bureau d'enquête de l'État au 9-662-4500. C'est une lueur de bougie, apportant une étincelle de lumière pendant une période autrement sombre pour ceux qui vivent ici à Cornelius. Cela fait des semaines que Madalina Kojakari, âgée de 11 ans, a été vue pour la dernière fois et il y a seulement quelques jours, la police affirme que ses parents ont signalé sa disparition pour la première fois. Les membres de la communauté demandent la paix et le réconfort. Nous devons nous aimer les uns les autres, prier pour le monde. C'est vraiment l'élan d'amour et de prière, le fait que tout le monde veuille faire partie de cela, qui nous a encore plus touchés
et j'espère que cela aidera les parents à s'ouvrir. La vidéo de surveillance du bus scolaire montre la dernière fois où Madalina a été vue avec certitude. Des amis d'enfance d'il y a des années se souviennent encore de la grande personnalité que possédait la petite fille. À quel point elle était pleine de vie. Elle était tellement pétillante. Her and Cameron hit it off. C'était en CE1. Maintenant que la mère et le beau-père font tous les deux face à des accusations liées à la disparition de Madalina, les voisins craignent le pire. Quand des situations comme celle-ci se produisent, vous savez, ça soulève quelques interrogations. Et ma plus grande peur, c'est... Vous savez, je n'ai pas envie de dire que ça pourrait se reproduire parce que je ne veux pas attirer ce genre d'énergie, mais c'est juste, c'est troublant. C'est une réalité troublante que quelque chose comme ça puisse arriver dans notre quartier. Pourtant, je continue de prier pour une issue positive. Nous prions tous et nous gardons espoir. En espérant que tout cela se termine bien. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Madalina aujourd'hui. Je pense que sans plus de preuves, il est très difficile de dire exactement ce qui est arrivé à la fillette de 11 ans. Cependant, je pense que sa mère, qui avait clairement des problèmes de santé mentale, a probablement tué Madalina à cause d'une certaine paranoïa ou d'un rituel de purification spirituelle. Soit cela, soit elle l'a cachée dans les montagnes chez des proches. Mais si c'était le cas, alors pourquoi Diana a-t-elle quitté les États-Unis? C'est pourquoi je penche plutôt pour l'idée que Diana a tué sa fille. Qu'en penses-tu? Qu'est-il vraiment arrivé à Alyssa ce jour-là? Eh bien, nous ne connaîtrons peut-être jamais la véritable réponse, mais plus de 2 ans après sa mort, il y a plus de questions que jamais. Des questions troublantes, non seulement sur le crime, mais aussi sur la peine. Alyssa Beth Guernsey est née le 2 novembre 2007 de sa mère, Kelly Springer, et de son père, Michael Guernsey, à Columbia City, dans l'Indiana. Sa mère appelait Alyssa sa petite beauté, et toutes les deux partageaient même la même date d'anniversaire. On l'appelait aussi parfois affectueusement Petite Libellule. Alyssa était une petite fille douce et joueuse qui adorait faire des câlins, et elle était adorée par ses 2 aînés, Lily et Noah. Peu de temps après le premier anniversaire d'Alyssa, malheureusement, son père, Michael, âgé de 39 ans, est décédé à la suite d'un accident de voiture mortel qui s'est produit sur les I-69 Sud dans le comté de DeKalb. La perte de son compagnon et du père de son enfant a plongé la mère d'Alyssa, Kelly, dans une spirale descendante. Non seulement elle pleurait Michael, mais elle était aussi mère célibataire de 3 enfants. Avant la naissance d'Alyssa, Kelly avait lutté contre la dépendance et la dépression. Elle avait même été incarcérée à un moment donné et avait perdu la garde des frères et sœurs aînés d'Alyssa. Mais elle avait travaillé très dur pour les récupérer et avait fait beaucoup de progrès depuis. Cependant, après la mort de Michael, Kelly a commencé à retomber dans ses anciennes habitudes. Les services de protection de l'enfance sont vite intervenus, tentant de retirer Alyssa et ses frères et sœurs à leur mère. Ne voulant pas que ses enfants soient placés dans une famille d'accueil, Kelly a réussi à trouver un accord avec les services de l'enfance pour qu'ils soient plutôt confiés à sa cousine, Christy Schaeffer, et au mari de Christy, Matthew. Christy avait proposé de garder les enfants jusqu'à ce que Kelly se remette. Ce n'était pas la première fois qu'elle s'en occupait. Elle les avait déjà pris en charge lorsque Kelly était allée en prison. De plus, Christy avait ses propres enfants, donc cet arrangement semblait convenir à tout le monde. Ainsi, le 9 décembre 2008, Alyssa et ses frères et sœurs ont été placés chez Christy et Matt, dans leur maison située au 315 West Pine Street à Topeka, dans l'Indiana. Le couple avait déjà 4 enfants à eux, donc à ce moment-là, ils prenaient la responsabilité d'avoir 7 enfants. De plus, la sœur aînée d'Alyssa, Lily, était double amputée, donc elle avait besoin de soins supplémentaires. Le nombre d'enfants dans la maison n'était pas la seule chose qui rendait cette situation moins qu'idéale. Il y avait aussi le fait que Christy et Matt étaient tous les deux sans emploi. Matt dépendait d'une petite somme de $360 par semaine provenant de ses allocations chômage, ainsi que du peu d'argent qu'il recevait pour la pension alimentaire d'un de ses enfants. Inutile de dire que l'argent était plutôt rare dans cette grande maison. La mère de Kelly, Beth, avait informé sa fille et les services sociaux qu'elle était plus que disposée à accueillir Alyssa et ses frères et sœurs chez elle. Mais pour une raison quelconque, il a été décidé que la maison de Christy serait la meilleure pour eux. Au début, on pensait qu'Alyssa et ses frères et sœurs ne vivraient chez Christy que pour une courte période. Cependant, la mère, Kelly, ne faisait pas tous les efforts pour se désintoxiquer
et refusait de passer un test de dépistage exigé par les services sociaux. Cela a entraîné une accusation de négligence contre elle. Et l'État a alors obtenu la garde légale des enfants de Kelly et les a placés chez Christy et Matt. Comme l'argent manquait, moins d'un mois après l'installation des enfants chez Christy et sa famille. Le 6 janvier 2009, Christy a déposé une requête demandant que les paiements de sécurité sociale de la sœur aînée d'Alyssa, Lily, d'un montant de 6,37 par mois, lui soient désormais attribués. Quelques jours plus tard, le 12 janvier, une assistante sociale est venue voir les enfants et a confirmé qu'ils allaient bien. Mais c'est peu de temps après que les choses ont commencé à se détériorer complètement à l'intérieur de la maison. Avant d'être confiée à Christy, Alyssa était une enfant normale, heureuse et en bonne santé. Cependant, peu de temps après être allée vivre avec elle, ses cheveux ont commencé à tomber et elle a commencé à avoir des blessures sur tout le corps. Alyssa, qui était autrefois enjouée, était aussi beaucoup plus renfermée et anxieuse. Christy a alors commencé à emmener Alyssa chez le médecin assez fréquemment pour diverses blessures. Des blessures pour lesquelles elle avait toujours des excuses. Cela comprenait des ecchymoses, des zones où des cheveux avaient été arrachés, des coupures, des éraflures, des marques et un œil au beurre noir. Lors d'une visite chez son médecin le 27 janvier 2009, Alyssa a reçu un point de suture pour une petite coupure au front que Christy a affirmé être survenue après qu'elle soit tombée. Puis, le 9 février 2009, Alyssa et ses frères et sœurs ont manqué une visite prévue avec leur mère parce que Christy a affirmé qu'Alyssa et Noah étaient malades. Mais c'était la deuxième visite en moins d'un mois que les enfants manquaient à cause de la maladie. En outre, lorsqu'un agent des services de protection de l'enfance a visité le domicile le lendemain, il a indiqué que les enfants étaient en parfaite santé. Quelques jours plus tard, Alyssa a de nouveau été emmenée chez sa pédiatre, la docteure Egley. Lors de la visite, Christy a signalé la chute des cheveux et l'apparition facile de bleu chez la fillette. La docteure a aussi noté qu'Alyssa avait une éruption, des croûtes et des bleus sur le visage. Après divers tests, rien d'anormal n'a été trouvé chez la petite fille, elle était en bonne santé. Donc, Christy essayait de rejeter la faute des blessures d'Alyssa sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, ainsi que sur le manque de soins prénatal de sa mère. Christy a même menti en disant que la petite fille était née dépendante aux drogues, ce qui était faux. Selon Christy, ces choses avaient rendu Alyssa très maladroite. Elle affirmait même avoir essayé de mettre des barrières pour bébé afin d'éviter qu'Alyssa ne se blesse, mais sans succès. Ensuite, Christy essayait de faire croire qu'Alyssa avait peut-être une leucémie et que c'était pour cela qu'elle perdait ses cheveux. Mais en réalité, on perd ses cheveux à cause des traitements contre le cancer, comme la chimiothérapie, pas simplement parce qu'on a le cancer. Quoi qu'il en soit, le médecin écoutait apparemment tout ce que Christy lui demandait, car il faisait encore d'autres tests à Alyssa pour voir si elle avait une leucémie. Et Christy a même décidé de contacter elle-même les services de protection de l'enfance pour leur dire qu'elle pensait qu'Alyssa souffrait peut-être d'un cancer, alors qu'il n'y avait absolument aucun diagnostic de cela. Quelques semaines plus tard, Alyssa serait de nouveau amenée chez les médecins. Cette fois, c'était pour des épisodes inexpliqués de vomissements et de diarrhée. À ce moment-là, la mère d'Alyssa, Kelly, avait été informée de toutes les visites médicales de sa fille. Ainsi, elle a commencé à s'inquiéter pour Alyssa. Mais chaque fois que la mère voulait voir sa fille, Christy trouvait des excuses en disant qu'elle était malade, qu'elle dormait ou qu'elle était simplement de mauvaise humeur. Kelly ne pouvait jamais voir la petite fille. Kelly n'était pas la seule que Christy évitait. Christy évitait aussi le père biologique de Lily et Noah. Il avait normalement des visites avec ses enfants, mais en février, il a contacté les services sociaux pour se plaindre que Christy l'en empêchait. Lors des rares occasions où la mère d'Alyssa et d'autres membres de la famille la voyaient, ils remarquèrent que la petite fille, autrefois douce et enjouée, n'était plus la même. Leurs inquiétudes pour son bien-être n'ont souvent pas été prises au sérieux par les services de protection de l'enfance. Puis, le 3 mars, Alyssa se rendit à nouveau chez le médecin, cette fois pour une blessure au bras. En même temps, elle avait plus d'ecchymose près de l'œil gauche et une perte de cheveux supplémentaire. Lorsque Christy fut interrogée par le médecin au sujet de ses blessures, elle expliqua que son mari Matt avait ramené un nouveau chien à la maison, un chien très excité qui avait fait tomber Alyssa. Le médecin a cru à ces versions des faits et il a déclaré au service de protection de l'enfance qu'il ne trouvait pas ces blessures suspectes. Ce n'est qu'après plus d'une semaine et après qu'une IRM ait enfin été réalisée sur le bras d'Alyssa qu'on découvrit que la fillette avait une fracture. Elle a également été examinée à cette période par une autre médecin, la docteure Fallon, au sujet de ses ecchymoses.
Il n'a lui non plus rien trouvé d'anormal chez Alyssa et a plutôt suggéré qu'elle se débattait tellement dans son berceau qu'elle s'était causé elle-même ses blessures. C'est absolument insensé qu'un médecin puisse même suggérer une telle possibilité. Alyssa finirait par avoir un plâtre au bras et on lui prescrirait du Vicodin, mais d'une manière ou d'une autre, Christy se retrouverait à court de ce médicament en seulement quelques jours, bien avant la date prévue. Mais cela n'a toujours pas éveillé de soupçons chez le médecin et il a simplement renouvelé l'ordonnance. De plus, quelques jours seulement après qu'Alyssa ait eu le plâtre au bras, Christy a affirmé qu'il était tombé tout seul. Puis, le 28 mars, peu avant 19h, Christy a mis Alyssa et les autres enfants dans la voiture, leur disant qu'ils allaient louer un film et prendre des Happy Meals chez McDonald's. Mais durant le trajet, Christy s'est soudain mise en colère contre Alyssa sans raison apparente. Cela a conduit Christy à donner un coup de poing au visage d'Alyssa, à lui tirer les cheveux, puis à lui frapper la tête à plusieurs reprises contre le siège de la voiture. Alyssa a fini par perdre connaissance et sa tête est tombée en avant. Pendant tout le temps où Christy attaquait Alyssa, sa petite sœur Lily était assise juste à côté d'elle, regardant toute la scène. Quand Lily a demandé à Christy ce qui n'allait pas avec Alyssa, Christy s'est énervée contre elle et a crié « Arrête de demander ça !» La petite fille a également déclaré plus tard avoir entendu des bruits de ronflement ou des grognements provenant de sa petite sœur. Après cette agression brutale sur la petite fille, Christy a continué à faire ses courses avant de rentrer chez elle. À son arrivée, elle a fait entrer les autres enfants et les a installés avec leur repas, mais elle a laissé le corps sans vie d'Alyssa dans son siège auto. Enfin, elle a emmené Alyssa à l'intérieur et c'est là que Christy a dit avoir compris qu'Alyssa n'allait vraiment pas bien. C'est donc à ce moment-là que Christy a décidé d'appeler son frère Nate, qui travaillait comme ambulancier. Quand Nate est rentré plus tard, il a trouvé la petite Alyssa, âgée de 15 mois, était froide au toucher. Et elle n'avait pas de pouls, alors il a immédiatement appelé le 911. La petite fille a été transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont désespérément tenté de lui sauver la vie. Mais il était déjà trop tard pour la petite Alyssa, et elle a été déclarée morte le 28 mars 2009 à 21h54. Le visage de la fillette était enflé et couvert d'ecchymose, tout comme plusieurs parties de son corps, et elle souffrait d'une hémorragie interne à la tête à cause du traumatisme. Les enquêteurs ont également découvert 2 coupures dans sa bouche qui datèrent d'environ 1 semaine, ainsi qu'une blessure récente à la lèvre. Une autopsie a déterminé que la cause du décès d'Alyssa était un traumatisme contondant et il a été conclu à un homicide. Selon un rapport du département des services à l'enfance de l'Indiana, le coup fatal qui a tué Alyssa a été porté par un adulte qui lui a donné un coup de poing à la bouche de toutes ses forces. L'autopsie a également révélé que le seul médicament présent dans le sang de la petite fille était le Narcan, car il avait été administré par les secours par précaution. Cela signifiait que le Vicodin qui avait été prescrit à Alyssa pour son bras cassé ne lui avait pas été administré. Maintenant, malgré toutes ces découvertes, la personne qui s'occupait d'Alyssa, Christy, n'a jamais été accusée de meurtre. Le ministère public a préféré laisser un grand jury décider des chefs d'accusation visant Christy. Et ils ont décidé de l'inculper pour 2 chefs d'accusation de négligence envers une personne à charge, pas pour meurtre. En plus de cela, le mari de Christy, Matt, a bénéficié d'une immunité totale et leurs enfants n'ont même pas été retirés de leur garde. Pourquoi avoir convoqué un grand jury dans cette affaire au lieu de l'inculper directement ? C'était une affaire très controversée. Le procureur Jeff Weibel n'a pas voulu accorder d'entretien. Je lui ai parlé devant son bureau. Ce n'était pas clair pour moi quel serait le chef d'accusation le plus approprié. Donc j'ai pensé qu'un grand jury serait le meilleur remède à cela. Est-ce que cela a du sens de convoquer un grand jury dans une affaire comme celle-ci ? Non, on s'attendrait à ce que le procureur examine les preuves et prenne une décision en fonction des éléments dont il dispose. Joël Schum est professeur et expert juridique à la faculté de droit de l'IU. Le grand jury agit dans le secret, sans transparence. Nous ignorons ce qui leur a été dit ou non et tout ce qui s'est passé durant ce processus. Et parce que le processus est si secret, il n'y a aucun moyen de savoir pourquoi Schaeffer a été inculpé d'un chef relativement mineur de négligence, au lieu de négligence ayant causé la mort. Puis, en mai 2011, Christy plaiderait coupable des faits qui lui étaient reprochés. Et même si elle risquait potentiellement jusqu'à 20 ans de prison, le juge Scott Vanderbeek a décidé de ne lui donner que 10 ans, dont 6 avec sursis. Comme si cette peine n'était pas déjà assez légère, quelques mois plus tard, pour une raison quelconque, le juge Vanderbeek a décidé de la réduire encore davantage.
Et Christy n'aura finalement passé que 77 jours derrière les barreaux pour avoir tué un enfant. Non seulement le juge n'a pas reconnu la gravité de ce que Christy avait fait à Alyssa, mais il a aussi eu l'audace de dire à la mère biologique d'Alyssa, lors du procès de Christy, qu'elle portait la responsabilité de tout cela. Plus de 100 lettres de la famille et des amis de Christy avaient également été reçues par le tribunal, vantant ses qualités et demandant de la clémence. L'absence de sanctions pour Christy a légitimement indigné de nombreuses personnes et plusieurs manifestations ont eu lieu pour réclamer justice pour Alyssa. Malheureusement, ce jour n'est pas encore arrivé. Christy devait passer moins de temps en prison que le temps qu'elle avait eu Alyssa sous sa garde avant sa mort, soit 110 jours. Maintenant, la raison de cette clémence envers Christy est probablement liée à ses relations. Le père de Christy, Cary Springer, qui est un citoyen éminent de la ville et le vice-président de la Farmer State Bank, connaît aussi très bien le juge Van Der Beek. C'est quelque chose que le juge a lui-même reconnu. Le juge Van Der Beek a déclaré au sujet du père de Christy « Je connais M. Springer, il a siégé à des conseils avec moi, je le connais. Il a bon cœur. » De plus, on disait que le père de Christy était ami avec le procureur dans cette affaire, Jeff Weibel, ainsi qu'avec le médecin qui avait examiné Alyssa à plusieurs reprises dans les mois précédant sa mort, le docteur John Egley. Donc il y a clairement de la corruption ici. Puis, en 2013, Christy serait de nouveau arrêtée. Cette fois, c'était pour avoir permis à 2 hommes de fabriquer de la méthamphétamine chez elle, dans la maison qu'elle partageait avec ses enfants. C'était une violation de sa probation liée à la mort d'Alyssa. Par conséquent, elle a été condamnée à purger les 6 années restantes de sa peine. Donc, au final, elle a purgé plus de temps pour une accusation liée à la drogue que pour avoir tué un enfant de 15 mois. La mère biologique d'Alyssa, Kelly Springer, a ensuite poursuivi les services de protection de l'enfance pour la mort de sa fille. Finalement, ils ont conclu un accord pour seulement 150 000 $ sans que les services de protection de l'enfance n'admettent la moindre faute. Pour le 8e anniversaire de la mort d'Alyssa, un mémorial en granit noir et un banc gris ont été dévoilés dans le cimetière où la petite fille a été enterrée à côté de son père. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Alyssa aujourd'hui. Seulement 77 jours de prison pour avoir tué un enfant. C'est absolument hallucinant. Ça me rappelle l'affaire Emerson Whitby que j'ai couverte sur cette chaîne il y a quelque temps. Sa mère l'a assassinée, mais elle a fini par s'en sortir à cause d'une relation personnelle qu'elle entretenait avec le juge. C'est tout simplement écœurant de voir à quel point le système judiciaire peut être corrompu, surtout quand il s'agit de ces pauvres enfants innocents. Alyssa Martin et son mari Bradley étaient prêts pour une journée amusante au stade de baseball. Ils allaient voir les Cardinals affronter les Cubs au stade Busch avec des amis et collègues. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la journée finirait en tragédie. Bonjour, bienvenue ou bon retour dans Un monde cruel. L'affaire d'aujourd'hui concerne une belle femme pleine de vie de 27 ans qui a épousé la mauvaise personne. L'affaire d'aujourd'hui mentionne des violences conjugales. Alors, veuillez en être conscient avant de continuer la vidéo. Voici l'histoire d'Alyssa Martin. Alyssa était une belle jeune femme de 27 ans qui pouvait illuminer la journée de n'importe qui simplement en leur parlant. Toujours très positive, elle remontait le moral de ses amis, même dans leurs pires journées. En 2015, elle a commencé son nouveau travail comme gardienne de prison au centre correctionnel de Logan, à Lincoln, dans l'Illinois. C'est là qu'elle a rencontré Bradley Jenkins, âgé de 30 ans. Bradley Jenkins venait de Taylorville, dans l'Illinois. Il avait le grade de lieutenant au centre correctionnel et il y travaillait depuis 2010 et le couple est sorti ensemble pendant un certain temps et a fini par se fiancer en octobre 2018. Le couple avait toujours l'air si heureux. Ils partaient en vacances, posant pour des photos sur la plage. Il ne semblait jamais y avoir de problème. Mais comme on dit, c'est souvent quand tout paraît parfait que les choses vont le plus mal, comme si la personne essayait de le cacher. Après de courtes fiançailles, ils se sont mariés à Las Vegas le 22 mai 2019, seulement quelques semaines avant ce qui allait arriver à la pauvre Alyssa. Elle était une si belle mariée et tous les deux semblaient tellement heureux sur les photos qu'elle a publiées sur Facebook.
Elle a publié ses photos sur ses réseaux sociaux avec des hashtags affectueux pour son nouveau mari. L'une de ces photos était accompagnée de la citation suivante. « La semaine dernière, j'ai épousé mon meilleur ami. Hashtag Las Vegas, hashtag meilleur ami, hashtag amour de ma vie. » Elle avait aussi 4 nouveaux beaux enfants, puisque Bradley avait 4 enfants d'une relation précédente. Elle était une super maman pour eux, les traitant comme ses enfants et partageant souvent des photos ensemble sur les réseaux sociaux. Donc, quelques semaines après leur mariage, le 2 juin 2019, Alyssa et Bradley sont allés avec quelques collègues au match Cubs contre Cardinals au Stade Busch. Le couple buvait et a commencé à se disputer pendant tout le match, ont déclaré plus tard les collègues. Cependant, à la sortie du match, leur dispute s'est intensifiée. Alors qu'ils quittaient le stade un peu après minuit, ils se sont dirigés vers le parking où ils avaient laissé leur voiture. Une fois arrivés à l'étage où se trouvait leur voiture, c'est-à-dire au 7e étage, la dispute était si violente qu'Alyssa a décidé de sortir son téléphone et de commencer à filmer à ce moment-là. Elle l'a pointé vers elle-même. Ensuite, elle l'a dirigé vers Bradley et peu après, on peut l'entendre crier « Arrête de me frapper, arrête de me frapper » alors qu'il s'approche d'elle. Peu après, on entend le téléphone tomber, puis un cri et un corps heurter quelque chose de dur. Alyssa était tombée par-dessus le bord du parking sur le béton en contrebas. Où a-t-elle été poussée? La police est arrivée sur les lieux vers 1h45 du matin, peu de temps après l'appel au 911. Les agents ont trouvé Bradley à califourchon sur le corps sans vie d'Alyssa, couvert de sang. Les policiers ont noté qu'il semblait agité ainsi qu'en état d'ivresse. La chute et l'impact ont été trop violents pour le corps d'Alyssa et elle n'a pas pu être sauvée. Les agents ont trouvé le téléphone d'Alyssa, qui était toujours en train d'enregistrer au 7e étage. Il se trouvait juste au-dessus de l'endroit où son corps inerte reposait. Lorsque la police a interrogé Bradley sur les faits, il leur a menti plusieurs fois. Il leur a dit qu'il s'était disputé pendant la partie, mais a affirmé ne pas être monté au 7e étage avec elle. Il avait été seul au rez-de-chaussée et elle était là-haut, toute seule. Et il dit aussi que la dispute n'a jamais dégénéré en violence. En réalité, si, il a menti tout de suite à la police. Il y avait quelque chose de louche là-dedans. Maintenant, il faut mentionner que Bradley Jenkins avait un passé criminel. Je ne sais pas si Alyssa était au courant de cela ou non. Cependant, il n'aurait probablement pas dû être employé dans l'administration pénitentiaire vu ses antécédents. En 2012, Bradley a frappé une femme au visage dans un bar. Il a ensuite été inculpé pour coups et blessures aggravés, un crime. Cependant, cette accusation a ensuite été réduite à un simple délit et il a passé 60 jours en prison avec 18 mois de probation. Waouh, d'accord. Non seulement cela, mais il y a eu une demande déposée par son avocat, je suppose, pour mettre fin à sa probation 6 mois plus tôt. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais elle a été acceptée. Donc au final, il n'a eu que 12 mois de probation et 60 jours de prison pour avoir frappé une femme au visage dans un bar. Puis, en décembre 2016, dans ce même bar, Bradley a frappé un homme au visage. Ils auraient dû le garder plus longtemps, je vous le dis. Il a de nouveau été accusé de coups et blessures aggravées, un crime, mais l'accusation a encore été réduite à un simple délit, et cette fois, il a été condamné à 2 ans de probation. Oh, une petite tape sur les doigts un peu plus forte pour lui. Il ne peut pas faire des choses comme quitter l'État. La probation de Bradley pour cet incident venait en fait de se terminer le 9 mai 2019. Il faut aussi noter un point sur ces accusations et la raison probable de leur réduction. Les documents du tribunal montrent que le procureur est ami avec l'oncle de Bradley. Bradley est également apparenté à un autre ami du procureur. Pratique. D'anciens collègues de Bradley, qui ont aussi travaillé avec Alyssa, ont également déclaré qu'il était inutilement méchant avec les détenus. Donc, ce type n'inspirait vraiment rien de bon. Honnêtement, je me demande si elle le savait. Il devait avoir des tendances violentes envers elle. J'en suis sûre, puisqu'il a frappé une femme au visage dans un bar sans la connaître. Il a sûrement dû la frapper un jour. Je veux dire, je n'en suis pas certaine. Mais statistiquement parlant, le fait qu'Alyssa ait sorti son téléphone et que Bradley ait eu ces accusations dans le passé me fait penser que leur dispute devenait souvent physique. C'était peut-être quelque chose de très habituel dans la relation entre elle et Bradley, sinon pourquoi aurait-elle sorti son téléphone pour enregistrer? Les images troublantes que la police a pu récupérer sur le téléphone d'Alyssa les ont poussés à mettre Bradley en prison avec une caution de 100 000 $ payable uniquement en espèces. Il a été inculpé pour agression domestique au 3e degré, un crime, et non pour meurtre.
Cependant, en septembre 2019, les charges contre Bradley ont été abandonnées en raison du manque de preuves à son encontre. Ils étaient assez sûrs à l'époque qu'ils allaient réengager des poursuites dès qu'ils auraient rassemblé plus de preuves. Cependant, il leur a fallu 2 ans pour rouvrir l'affaire et l'inculper à nouveau pour exactement la même chose. Agression domestique au 3e degré, un crime. Encore une fois, il n'a pas été inculpé pour meurtre. Donc, en avril 2022, c'est à ce moment-là que les charges ont de nouveau été retenues contre Bradley. Cette fois, il n'a eu qu'une caution de 1 000 $ en espèces. Donc, bien sûr, il est actuellement en liberté. Et il attend actuellement son procès. Beaucoup de gens espèrent qu'avant que son procès n'ait lieu, les charges soient aggravées parce que ce n'est pas suffisant qu'il soit seulement accusé de violence domestique. Cet homme doit être accusé de meurtre. Des preuves sur son téléphone montraient qu'il lui donnait un coup de poing au visage. Ensuite, on entend le téléphone, puis elle, tomber. C'est un peu suspect. Je veux dire, peut-être qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas de preuves définitives, mais pour moi ça me paraît assez clair. Je ne sais pas. Bradley Jenkins est maintenant poursuivi par la mère d'Alicia pour décès injustifié dans une affaire civile. De plus, elle a cité 3 entreprises dans sa plainte. Interpark LLC, qui est le parking, BPV Marketplace LLC, que je suppose être l'endroit qui leur a probablement servi de l'alcool pendant le match, mais je n'ai pas pu trouver plus d'informations à ce sujet. Et Wheeland Security Company. La société de sécurité avait été engagée pour l'événement auquel ils ont assisté. Des fleurs et des bougies ont été déposées devant le centre correctionnel Logan en hommage à Alyssa. Les autres agents pénitentiaires avec qui elle travaillait ont également dédié une plaque à sa mémoire qui devait être accrochée dans la zone principale réservée aux gardiens du centre. Non seulement nous poursuivons notre veille, mais nous la commençons en sachant que l'agent Martin veillera toujours sur nous. Au nom du Conseil Abstomie 31, Abstomie locale 2073, je voudrais officiellement dédier cette plaque et la cérémonie de dévoilement à tout le personnel présent. La violence domestique n'est jamais justifiée. Hélas, les témoins s'en aperçoivent souvent trop tard. Malheureusement, cela a été le cas pour la belle et joyeuse Alyssa Martin. Espérons que l'accusation de meurtre soit retenue contre Bradley, car une agression domestique au 3e degré, qualifiée de crime, n'est pas suffisante pour avoir tué quelqu'un. La pauvre Alyssa, ainsi que sa famille et ses amis, méritent plus de justice que cela. Vous ne trouvez pas ? Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui et d'avoir écouté toute l'histoire d'Alyssa. Si vous aimez les histoires de True Crime, n'oubliez pas de vous abonner ci-dessous et de revenir souvent, car il y aura au moins une nouvelle affaire publiée chaque semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. Au revoir. Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous aurez accès chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.